Notre Lune pourrait cacher bien plus de poches d'eau que les scientifiques ne le pensaient. Sa surface présente ce qu'on appelle des pièges froids. Ce sont des zones qui sont dans l'ombre en permanence. Si tu te tiens près d'un des pôles de la Lune, en particulier le pôle sud, tu verras de telles ombres partout, représentant une surface cumulée de 39 000 km². Certains pièges froids minuscules ne font qu'1 cm de large, tandis que d'autres sont des centaines ou des milliers de fois plus grands. Ces régions se trouvent dans une obscurité permanente et pourraient même être restées sans le moindre rayon de soleil pendant des milliards d'années. Et aujourd'hui, les scientifiques pensent qu'elles cachent bien plus de choses que ce que nous pensions. Notamment de petites plaques de glace, pas plus grandes qu'une pièce d'1 centime, mais tout de même potentiellement utilisables pour abreuver les astronautes ou pour le carburant de leur fusée. La majorité de l'eau pourrait être piégée dans du verre ou quelque part entre les grains de la surface lunaire. Selon une théorie, 40 000 km² de la surface lunaire pourrait avoir la capacité d'abriter de l'eau. Mais personne ne peut encore le prouver, à moins de s'y rendre en personne ou d'envoyer des rovers pour creuser sous la surface. La Lune n'est pas entièrement blanche et dépourvue de couleurs. Les astronautes d'Apollo qui y ont atterri en 1969 ont dit que la Lune était un peu brunâtre. Des études ultérieures ont montré que certaines zones lunaires sombres présentaient des nuances de brun et de bleu. Les régions montagneuses sont jaunâtres avec de légères traces roses et pâles. Les couleurs ne sont pas les mêmes partout à cause des différentes quantités de métaux divers qui sont présents sur la Lune, comme le titane ou le fer dans les minéraux de surface. Nos yeux ne sont pas assez sensibles pour percevoir de telles différences à cette distance. Mais la majorité de la surface lunaire est constituée de minéraux naturellement gris et c'est la couleur que nous distinguons le plus depuis notre planète. Quand tu es dans l'espace, tu ne peux pas marcher sur le sol de ton vaisseau. Pas de gravité, donc pas besoin de porter de chaussures. C'est pourquoi les astronautes portent le plus souvent des chaussettes et y ajoutent éventuellement une autre paire plus chaude lorsqu'ils ont froid. Mais quelque chose d'étrange pourrait arriver à tes pieds pendant que tu es là-haut. Tout d'abord, si tu as des callosités, elles peuvent tomber au bout d'un certain moment. Un astronaute a décrit son expérience et a dit que la plante de ses pieds était devenue très douce, tandis que la peau du dessus était devenue très rugueuse, comme une peau de crocodile. Il utilisait le dessus de ses pieds pour se déplacer le long des rampes dans la station spatiale où il séjournait. Ce n'est pas facile là-haut. Les astronautes de la Station spatiale internationale, ISS, ont besoin d'utiliser des cale-pieds et des boucles pour rester stables lorsqu'ils doivent faire des choses ordinaires, comme se raser par exemple. Quand ils veulent faire de l'exercice, ils peuvent attacher leurs pieds à des chaussures fixées aux appareils de musculation. Il est essentiel qu'ils fassent beaucoup plus d'exercice que sur Terre, environ 2 heures par jour. Parce que sans la gravité qui nous maintient au sol, le corps humain n'est pas habitué à bouger ou à effectuer les gestes que nous faisons normalement. De plus, si tu restes dans l'espace pendant une longue période, tu peux perdre une grande partie de ta masse osseuse et musculaire. Par exemple, tu peux perdre près de 20% de ta masse musculaire en ne passant que 11 jours en apesanteur. Mais au fait, là-haut, les poids ne servent à rien, puisque l'apesanteur les affecte aussi. À la place, les astronautes utilisent un appareil équipé de 2 petits réservoirs qui créent un vide contre lequel s'exercer au moyen d'une longue barre. Sur l'ISS, ils ont également accès à un vélo et à un tapis de course. Savais-tu que la NASA avait dépensé des millions de dollars pour développer un stylo avec lequel tu peux écrire en apesanteur? Un crayon n'est pas la meilleure solution pour les voyages dans l'espace. Il se casse très facilement, ce qui peut laisser de la poussière de graphite en suspension. De plus, ils sont en bois, ce qui entraîne un risque élevé d'incendie dans la capsule pressurisée et riche en oxygène. C'est pourquoi même un objet aussi banal qu'un crayon peut mettre ta vie en danger dans l'espace. Ils ont donc dû développer le stylo spatial. Il écrit de façon nette et précise et ne dépend pas de la gravité pour faire couler l'encre. Au lieu de cela, il utilise de l'azote comprimé pour forcer l'encre à sortir de l'embout. Ainsi, tu peux écrire tout en flottant la tête en bas ou même en étant immergé sous l'eau. Même lorsqu'ils sont dans l'espace, les astronautes sont toujours confrontés à des choses triviales, comme cette désagréable sensation de démangeaison sur le visage. Mais ils ne peuvent pas se gratter lorsqu'ils sont dans leur combinaison spatiale. Ils sont obligés d'improviser. Alors parfois, ils se grattent contre le microphone fixé à l'intérieur de leur casque. Ou bien ils fixent des patchs de velcro à l'intérieur pour parer à ce genre de désagrément. L'un des problèmes les plus complexes des voyages spatiaux est de savoir comment protéger les astronautes des radiations spatiales. Notre corps n'a pas évolué pour gérer les tempêtes de protons ni les rayons cosmiques provenant du Soleil.
Évidemment, les combinaisons spatiales et le reste de l'équipement sont essentiels. Certaines recherches ont également démontré qu'un régime riche en antioxydants, comprenant beaucoup de légumes comme les épinards, les tomates et la betterave, était prometteur lorsqu'il s'agissait de réduire les effets nocifs des radiations. Les astronautes n'ont pas toujours porté des combinaisons spatiales blanches. Pendant le premier projet de vol spatial habité de la NASA, appelé Projet Mercury, ils disposaient de combinaisons argentées. Mais à l'époque, aucun des astronautes n'est sorti pour explorer le vide de l'espace. L'argent n'est pas la couleur optimale pour cela, car les combinaisons spatiales doivent être très réfléchissantes. Le blanc s'avère être la meilleure option. Cette couleur est la plus efficace pour réfléchir les radiations dans l'espace. Sur Terre, l'atmosphère agit comme un bouclier qui nous protège de 77% des radiations provenant du Soleil. Mais les astronautes n'ont pas cette protection, ce qui signifie qu'ils sont très vulnérables aux coups de soleil sévères et aux températures extrêmement élevées. Une combinaison spatiale blanche les protège de la même manière que la peinture blanche sur les murs aide une pièce à rester plus fraîche. Les couleurs claires absorbent en effet 35% de chaleur en moins. Le blanc n'est toutefois pas la seule couleur de leur garde-robe. Lorsqu'ils se rendent dans l'espace ou reviennent sur Terre, ils portent parfois une combinaison orange vif. C'est une couleur qui attire l'attention, donc si quelque chose ne va pas pendant l'atterrissage et que les astronautes doivent quitter rapidement leur vaisseau, l'équipe de secours les repérera plus facilement. Mais les temps changent et aujourd'hui nous avons des outils plus sophistiqués pour localiser les astronautes qui ont besoin d'aide, comme des traceurs GPS et des transpondeurs, de sorte que les combinaisons n'ont plus tellement besoin d'être orange. Tu flottes dans l'espace et tout est paisible. Tu profites d'une vue magnifique sur l'infini sombre et tranquille, rempli de milliards d'étoiles, de planètes, de comètes, de soleils, de lunes et de tant d'autres choses que nous ne découvrirons probablement jamais. 95% de notre univers reste encore un mystère pour nous, mais au moins, la vue est géniale. Enfin, ce n'est vrai que si tu es bien attaché. Que se passe-t-il si quelque chose tourne mal pendant ta sortie dans l'espace et que tu te détaches ? La scène entière passe du rêve au cauchemar en une seconde. Mais ne t'inquiète pas, la NASA a conçu un jetpack spécial appelé SAFER, l'acronyme pour Simplified Aid for EVA Rescue. Il tire de l'azote comprimé à partir de 24 propulseurs et peut ainsi te ramener au vaisseau en toute sécurité. En théorie, tu pourrais aussi évacuer du gaz de ta combinaison, ou peut-être lancer un outil dans une direction afin de te pousser dans l'autre sens. Mais c'est délicat, car il faudrait que tu le lances précisément dans l'axe de ton centre de gravité. Sinon, tu commenceras à tourner de façon incontrôlable. Avant même de t'en rendre compte, tu seras tellement désorienté que tu n'auras plus aucune idée d'où aller, même si tu le pouvais. Toutefois, le SAFER détectera automatiquement la rotation et utilisera ses jets pour t'aider à rester orienté vers un point sûr. Il a fallu 10 jours aux scientifiques pour apprendre à un poisson rouge à conduire une voiture. Ils lui ont appris à déplacer son propre bocal vers une cible donnée, et en retour, le poisson recevait une friandise. Cette recherche pourrait bien nous aider à naviguer dans l'espace un jour. Il doit y avoir une certaine cartographie dans notre esprit. C'est ainsi que nous pouvons potentiellement relier les parties de notre corps et leurs mouvements aux changements que nous subissons dans l'espace. C'est ainsi que nous savons jusqu'où étendre notre bras pour attraper une tasse de café, sans aller trop loin et tout renverser. Le contrôle de nos mouvements n'est pas le même qu'en présence de la gravité et nous devons déterminer si cette cartographie mentale diffère entre la Terre et la mer ou si elle est universelle. Quand on dit que les scientifiques ont appris à un poisson à conduire, cela signifie que si le poisson voyait une cible, il devait toucher la paroi du bocal dans la direction souhaitée. De cette façon, les scientifiques pouvaient guider les roues et les déplacer là où le poisson voulait aller. Voyage vers le futur. Eh oui, les humains ont réussi à coloniser Mars et la Lune. La faim a été vaincue et nos problèmes de surpopulation ont été résolus. Bientôt, notre planète, nos planètes, vont devoir faire face à une nouvelle menace. La Lune aussi. Les chercheurs ont découvert que dans 150 ans, le Soleil allait exploser et détruire tout notre système solaire. Zut alors! On a assez de temps pour construire une flotte d'énormes vaisseaux spatiaux et évacuer tout le monde. Mais les sauts dans l'hyperespace, ça, on ne sait pas faire. Ça fait longtemps qu'on n'a plus cherché de potentielles planètes vivables et la plus proche se trouve à plusieurs millions d'années de voyage. Pas le choix. Toute l'humanité est embarquée sur d'immenses vaisseaux et l'interminable voyage commence.
plusieurs dizaines d'années passent. On quitte le système solaire et on assiste à l'explosion du Soleil. Il n'y a plus de lumière, juste quelques petites étoiles au loin. Du noir à l'infini tout autour. Tous les vaisseaux sont en pilote automatique et rien ne peut dévier leur trajectoire. Même si tout le monde à bord disparaît, le vaisseau arriverait quand même à destination. D'un côté, c'est positif parce que les humains pourront survivre pendant encore des millions d'années. De l'autre, après tout ce temps passé dans l'espace, ils seront totalement différents. Les passagers des vaisseaux qui arriveront sur la nouvelle planète seront devenus des biomasses palpitantes informes placées dans des exosquelettes en métal. Voilà pourquoi. Dans l'espace, les os et les muscles deviennent plus fragiles. Il n'y a pas de gravité et donc aucune pression n'est exercée sur le corps, ce qui l'empêche de fonctionner correctement. Les astronautes de l'ISS font d'ailleurs énormément d'exercices pour ne pas perdre leurs muscles. Revenons à notre histoire. Il y a des salles de sport et des machines qui simulent la gravité sur chaque vaisseau. Pour faire des économies d'énergie, elles ne sont mises en marche que quelques heures par jour. Malheureusement, faire du sport n'est pas suffisant. Au bout de 100 ans, les os deviennent si friables que n'importe quel mouvement, même peu intense, peut provoquer des blessures. Encore 100 ans, et on ne peut plus tenir debout. Mais ce n'est pas seulement à cause des os fragiles. Après toutes ces années en apesanteur, le corps humain a déjà beaucoup changé. Un des gros problèmes, c'est que les passagers perdent le sens de l'équilibre. Quand ils essaient de se lever, ils tombent. Les capitaines des vaisseaux ont démantelé les machines à gravité, elles ne marchaient pas de toute façon. Petit à petit, tout le matériel de sport a été récupéré et transformé en pièces de rechange pour le vaisseau. Le manque de gravité n'a pas seulement affaibli les passagers, il les a aussi rendus plus grands. La colonne vertébrale a besoin de gravité pour rester stable. Sans gravité, les disques vertébraux se sont écartés. Les humains commencent à ressembler à des jouets gonflables. On distribue à tous les passagers des bras et des jambes mécaniques. On les enfile et c'est parti. Bidouiller le moteur, nettoyer les chambres, évacuer les ordures dans l'espace, soulever un objet, tout ça est impossible sans les bras et les jambes mécaniques. Plus le temps passe, plus les passagers deviennent impuissants. Par chance, les combinaisons mécaniques deviennent de plus en plus performantes. Depuis l'explosion du Soleil, la vue des humains a pris un sacré coup. Dans les vaisseaux, une lumière artificielle qui répand de la vitamine D remplace la lumière du Soleil. Le manque général de lumière fait dilater les pupilles des passagers. Au bout de quelques centaines d'années, leur vue commence vraiment à baisser. Mais ce problème est résolu grâce à la technologie. Des lentilles artificielles qui accentuent la lumière les empêchent de devenir complètement aveugles. Les vaisseaux sont désinfectés chaque jour pour empêcher la multiplication de bactéries et de microbes. Ça signifie aussi que le système immunitaire de l'être humain n'a plus aucune maladie à contrer. Très vite, il ne sera plus capable de se protéger et un simple rhume pourrait lui être fatal. Pour l'instant, aucun germe détecté à bord. Mais que va-t-il se passer en chemin ? Sur le vaisseau, il y a des millions de plantes qui poussent dans des serres spéciales grâce à de l'eau et de la lumière ultraviolette. Les plantes produisent de l'oxygène qui est distribué dans tout le vaisseau. Bien évidemment, ce n'est pas assez pour des millions de personnes, mais ça reste un petit souvenir. À force de vivre sur des vaisseaux spatiaux, les passagers se sont adaptés et ont presque arrêté de respirer. Les poumons ont pratiquement disparu et les êtres humains trouvent d'autres façons d'assimiler l'oxygène, par l'eau, par des réservoirs d'oxygène liquide. L'espèce se transforme totalement. Mais tout n'est pas négatif. L'ingénierie génétique fait d'énormes progrès tous les ans. De vraies combinaisons de survie sont créées. Elles donnent de la force et de la vitesse, permettent de bouger, de voir, d'entendre et même de parler. Les voix des passagers sont devenues si faibles qu'ils ne peuvent plus que chuchoter. Heureusement, dans les combinaisons, il y a un micro et des amplis. La nourriture est finie. Il n'y a plus que des liquides spéciaux. De toute façon, l'estomac humain ne peut plus rien digérer après toutes ces années dans l'espace. Un petit goûter pour la route ? Hors de question. Au début, il y avait plusieurs types de nourriture de l'espace. Mais au fur et à mesure, les passagers ont oublié le goût des choses. Ils ont arrêté d'aromatiser les liquides et les papilles gustatives ont cessé de fonctionner.
Ils ont perdu le sens du goût. Pour certains, cette vie est insupportable. Mais ils ont toujours le choix. Ils peuvent s'enfermer dans une capsule de cryogénisation pendant des millions d'années. Il suffit de se faire décongeler à l'arrivée. Mais c'est très risqué de rester congelé aussi longtemps. Il est possible qu'un météore heurte le vaisseau, ou pire. Les passagers tentent une autre approche. Ils téléchargent leur conscience sur un ordinateur. C'est plus sûr et ça demande moins d'énergie. Comme ça, quand on se réveille, il suffit de déplacer les données de sa conscience dans une nouvelle combinaison humaine modifiée. Certaines personnes décident de rester éveillées et de mener une vie normale. Des milliers d'années passent, puis des millions. Les humains sont vraiment différents maintenant. Tous leurs membres sont artificiels et leur exosquelette est contrôlé par la pensée. Avec le temps, les bras, le cou, les jambes et les colonnes vertébrales sont devenus de plus en plus petits. Les os s'effritent et finissent par se dissoudre. Les yeux, les nez et les bouches disparaissent. Le cerveau n'est plus protégé par le crâne, il est juste entouré de peau. Il ne reste plus que la pensée. Les humains sont désormais de puissants robots ultra performants, commandés par un petit sac palpitant rempli de cervelle. Ça fait plusieurs millions d'années que les humains ont quitté la Terre. Tous les passagers ont oublié que leur espèce est née sur une planète où il y avait de la gravité. L'histoire de la vie sur Terre est devenue un mythe, une légende. La plupart des humains à bord pensent que les vaisseaux sont leur seul lieu de vie possible et qu'ils n'ont jamais vécu autre part. C'est pour ça que lorsque les humains arrivent enfin à destination, personne n'a vraiment envie de débarquer ni d'explorer. La vie sur une nouvelle planète inconnue, pas très pratique avec ses costumes de l'espace. La gravité, l'air, les bactéries, les germes, ça va prendre plusieurs milliards d'années pour que l'humanité évolue et s'habitue à ces nouvelles conditions. Heureusement, il y a la technologie. À ce stade, tous les humains sont téléchargés dans de nouvelles combinaisons robots. Les passagers peuvent choisir, ils peuvent débarquer et faire de cette planète leur nouvelle maison, ou rester là et vivre à bord du vaisseau. Ceux qui choisissent de ne pas débarquer partent explorer les méandres de l'espace, à la recherche de nouveaux mondes. Les autres doivent s'adapter aux nouvelles conditions de vie. C'est très différent de la vie sur Terre. Il y a une différente densité de l'air, des conditions météo différentes et de nouveaux éléments chimiques étranges. Ça va prendre des millions d'années pour que ces robots-cerveaux se retransforment. Un jour, les descendants de ces humains voudront connaître leurs origines. Ils construiront un vaisseau qui leur permettra de voyager dans l'espace-temps. Leur recherche les conduira à la Terre de maintenant. Ça peut sembler fou, mais imagine que demain, quelqu'un atterrisse dans ton jardin et que ce soit l'un de tes descendants, venus du futur. Les passagers qui seront restés à bord des vaisseaux trouveront peut-être de nouvelles planètes sur lesquelles ils décideront de vivre. Leurs corps aussi s'adapteront et se transformeront. Dans des millions d'années donc, l'univers sera habité par d'étonnantes créatures qui auront toutes une chose en commun. À l'origine, toutes étaient des humains. À l'origine. Allez, faisons un petit sondage. Qui croit encore que le Soleil tourne autour de la Terre ? Personne. Et non, mais c'est pourtant ce que tout le monde croyait autrefois, car on dirait bien que c'est le cas. Le Soleil se lève à l'Est, le Soleil se couche à l'Ouest. Le Soleil se lève à nouveau à l'Est, donc le Soleil tourne autour de la Terre. Intuitivement, cela semble irréfutable. Bien sûr. Mais ce n'est pas vrai. Le Soleil ne tourne pas autour de la Terre. Tout le monde sait cela, mais seulement aujourd'hui. Alors pourquoi les gens croient-ils encore que la Lune tourne autour de la Terre ? Ce n'est pas vrai non plus. Il faut remonter plus de 500 ans en arrière pour commencer à se faire une idée de la difficulté que rencontre la science pour changer des faits universellement acceptés. Nicolas Copernic, vers 1510, a été le premier à proposer un système solaire héliocentrique, avec le Soleil au centre. Mais il ne l'a pas fait publiquement. Copernic envoyait des lettres privées à d'autres astronomes pour expliquer pourquoi le fait accepté d'un système solaire avec la Terre au centre devait être abandonné, au profit d'un système solaire avec le Soleil au centre, plus simple et plus correct d'un point de vue astronomique. La difficulté rencontrée par Copernic dans sa défense de ce modèle du système solaire était liée à une autre découverte conceptuelle audacieuse, le fait que la Terre tournait sur elle-même.
Le concept de Copernic d'une Terre en rotation allait directement à l'encontre de 5 interprétations littérales de la Bible, selon lesquelles l'assise de la Terre était fixe et son fondement inamovible. Et l'Église catholique n'était pas prête à laisser cette vision du monde être remise en question ou modifiée. Copernic avait trop à perdre pour rendre publique sa théorie héliocentrique révolutionnaire, en tant qu'homme d'église lui-même. Mais 100 ans plus tard, Galilée n'était pas aussi réticent. Il avait des preuves basées sur l'observation, car il avait un télescope. Début 1610, Galilée observa pour la première fois les lunes de Jupiter, et il suivit leurs orbites. Oui, les lunes de Jupiter orbitent autour de leur planète. Elles tournent autour d'elle selon de véritables orbites, contrairement, comme nous le verrons bientôt, à notre Lune, qui voyage autour du Soleil avec la Terre. Galilée est devenu célèbre, ou tristement célèbre selon le point de vue, parce qu'il a découvert des mouvements orbitaux qui n'étaient pas tels qu'on les attendait. Ils ne correspondaient pas à la vision du monde acceptée, et cela a ébranlé la cosmologie de notre civilisation, qui prenait la Terre pour centre. Galilée était vraiment un révolutionnaire. Plus tard, en 1610, Galilée observa avec son télescope, qui n'avait qu'une ouverture de 38 mm, la planète Vénus, passant par des phases, tout comme nous observons communément la Lune passer par des phases. Galilée écrivit alors « Vénus imite la Lune » en latin dans son carnet. Il ne pouvait y avoir aucune autre explication à ces observations. Vénus était en orbite autour du Soleil. Les gens eurent peur de regarder dans le télescope de Galilée lorsqu'il l'installa sur la grande place de Pise. Ils avaient trop peur de voir leur vision du monde révolutionnée. Aussi étrange que cela puisse paraître, nous vivons actuellement quelque chose de similaire concernant la Lune, qui est en orbite autour du Soleil et constitue avec la Terre quelque chose de comparable à un système planétaire double. Les gens, y compris les scientifiques, s'obstinent à l'appeler la Lune, suivant ainsi la dénomination de l'Union astronomique internationale. C'est une lune de la Terre, en orbite autour de celle-ci, qui montre ses différentes phases tout au long du mois lunaire ou lunaison, laquelle correspond à l'intervalle entre 2 nouvelles lunes consécutives. Le jour de la semaine préféré des amoureux de la Lune est bien sûr le lundi, ou jour de la Lune. Il vient juste après le jour du Soleil, alias Sunday en anglais. Mais revenons à la science. C'est ainsi que nos manuels scolaires décrivent les phases de la Lune, et c'est ce que les gens croient aujourd'hui. Tu remarqueras que la Terre constitue le centre de gravité de la Lune, et que celle-ci tourne autour de la Terre en suivant une trajectoire circulaire. C'est la vision géocentrique de la Lune. C'est ce que nous voyons depuis la Terre. La Lune se lève, la Lune se couche, la Lune se lève à nouveau, la Lune tourne autour de la Terre. Mais ce n'est pas ce qui se passe à l'échelle de l'espace. Il est grand temps de coperniciser la Lune. Nous devons commencer à voir la Lune d'un point de vue héliocentrique, comme nous le faisons pour tout le reste du système solaire. Tout d'abord, la vision géocentrique des phases de la Lune nous montre une Terre immobile, placée au centre de la trajectoire de la Lune pendant tout un mois lunaire. Mais la Terre n'est pas du tout immobile. Nous tournons autour du Soleil à une vitesse très élevée, entre 106 000 et 109 000 km/h. Par conséquent, toute image de la Lune tournant autour d'une Terre immobile est trompeuse, et même carrément fausse. La vue héliocentrique de la Terre et de la Lune se déplaçant ensemble dans l'espace devrait ressembler à quelque chose comme ceci. Tu remarques maintenant que la Lune ne tourne pas autour de la Terre. Elle se déplace en même temps qu'elle, autour du Soleil. La trajectoire de la Lune autour du Soleil est une trajectoire sinusoïdale d'avant en arrière. D'avant en arrière sur la trajectoire de la Terre qui avance toujours. Tu remarques aussi que la Lune va toujours elle aussi en avant. Elle ne retourne jamais en arrière, ni vers le Soleil ni vers la Terre. En se déplaçant toujours vers l'avant et en étant sinusoïdale, la trajectoire de la Lune ne peut pas être qualifiée d'orbite, dans le même sens que les autres lunes du système solaire qui orbitent autour de leur planète selon des trajectoires elliptiques. Il est donc faux de dire la Lune est en orbite autour de la Terre. La Lune orbite autour du Soleil en même temps que la Terre, ou la Lune et la Terre orbitent toutes deux autour du Soleil sont des déclarations que Copernic et Galilée auraient approuvées. Mais la science d'aujourd'hui a du mal à accepter une vision héliocentrique de la Lune. Peut-être y aurait-il trop de livres à réimprimer. Peut-être que trop de professeurs d'astronomie devraient admettre qu'ils se sont trompés pendant toute leur carrière. Par conséquent, des objections sont avancées pour empêcher que la vision héliocentrique révolutionnaire de la Lune soit universellement acceptée. L'une de ces objections est que la Lune ne quitte jamais le puits gravitationnel de la Terre, et qu'elle devrait donc être considérée à juste titre comme une lune de la Terre, un satellite orbital pour utiliser le terme astronomique. Indubitablement, la Lune ne quitte jamais le puits gravitationnel de la Terre.
Sinon, nous la perdrions pour toujours. Cependant, les représentations de ce fait bien connu et certain montrent toujours la Lune se déplaçant autour de la Terre, à l'intérieur de notre puits de gravité. Et ce n'est pas vrai. La Lune ne revient jamais vers la Terre comme elle devrait le faire si elle se trouvait sur une orbite elliptique. Ainsi, l'objection du puits gravitationnel peut être rejetée, parce que les astronomes qui proposent comme preuve orbitale que la Lune reste toujours en son sein omettent d'inclure le fait du mouvement sinusoïdal continu de la Lune, vers l'avant. La vitesse d'échappement de la Lune pour quitter le puits gravitationnel de la Terre serait d'environ 4320 km/h. Par rapport à la Terre, la Lune se déplace actuellement à environ 3600 km/h. Quel type d'impact faudrait-il pour que la Lune atteigne les 720 km/h supplémentaires nécessaires à sa sortie du puits gravitationnel de la Terre? Si tu veux faire le calcul, tu peux mettre ton résultat dans les commentaires au-dessous de cette vidéo. Cela pourrait peut-être arriver, mais ça ne serait pas une bonne chose. Il existe une autre objection à considérer la Lune d'un point de vue héliocentrique. Et cela concerne le barycentre du système Terre-Lune. Le barycentre est le centre de gravité commun de la Terre et de la Lune. Imagine-toi assis sur une balançoire à bascule dans un parc. À l'autre extrémité de la balançoire, il y a un gros joueur de football américain professionnel. À quelle distance par rapport à toi le sportif devrait-il se trouver pour que vous soyez tous les deux en équilibre? Il devrait s'avancer presque jusqu'au centre de la balançoire. Tu es la Lune et le footballeur est la Terre. Même si Terre est un nom féminin. Le point d'équilibre du système Terre-Lune, le barycentre, se trouve à plus de 1605 km dans les profondeurs de notre planète. C'est ce point d'équilibre, comme le soulignent consciencieusement les astronomes, qui est en orbite autour du Soleil. C'est le point de vue héliocentrique. Copernic et Galilée approuveraient également. Cependant, ces astronomes ajoutent toujours à cela l'animation géocentrique de la Lune en orbite autour de la Terre, avec le barycentre à l'intérieur. De cette façon, ils peuvent continuer à dire que la Lune est en orbite autour de la Terre. Mais il est quelque peu malhonnête de combiner deux perspectives différentes dans une seule animation. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Cela nous mène directement au véritable point de discorde qui nous empêche d'accepter que la Lune est en orbite autour du Soleil, le problème de la double planète. L'Union astronomique internationale refuse de considérer la Lune et la Terre comme une double planète. S'ils refusent de le faire, c'est presque uniquement parce que le barycentre du système Terre-Lune se trouve à l'intérieur de la Terre. Comme on le sait bien, on ne change pas facilement l'opinion des maîtres. Tu te souviendras que l'UAI a rétrogradé Pluton au statut de planète naine. Et ils ne sont toujours pas revenus sur cette décision malgré les preuves apparemment nombreuses que Pluton serait bien la 9e planète. Nous devrions peut-être réfléchir à ce que signifie être un terrien. Être un terrien, cela implique de reconnaître que nous sommes des personnes nées dans l'espace, en orbite autour d'une étoile jaune, près de la périphérie d'une galaxie spirale. Nous, c'est-à-dire tous les peuples de la Terre, vivons dans l'espace et nous sommes absolument des créatures de l'espace. Au-dessus de nous se trouve la Lune, la compagne de la Terre. Nous faisons une grosse erreur en nous référant à la Lune selon des paramètres géocentriques. Notre connaissance conceptuelle de l'espace est entravée par cette représentation incorrecte, dépassée et trop terrestre de la Lune. L'univers ne tourne pas autour de nous. Et la Lune non plus.